Un plaisir d'être là comme un acteur politique. On doit toujours saisir toutes les occasions, d'une part pour donner de l'éclairage sur l'hypothèse numéro 1, une position politique, pour faire aussi le décryptage de l'actualité nationale. Je pense que régulièrement on le fait sur les médias, on le fait dans des forats, et c'est aussi une chance aujourd'hui de pouvoir le faire devant vous ici. Quand j'ai été sollicité par les camarades d'Innovation Internationale, je pense que c'est beaucoup plus pour ces deux objectifs que j'ai répondu présent. Parce que je crois qu'il est très important qu'on puisse échanger. Et dans l'échange, naît toujours des leçons. Pour l'auditoire, bien entendu, mais souvent aussi pour le communicateur. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je dois dire aussi que le fait qu'on puisse discuter avec la société civile qui a été, au même titre que peut-être certaines formations politiques dont les nôtres n'ont pas été présentes particulièrement dans le débat de la crise qui s'est mise en place, est aussi un argument qui a pu plaider à ce qu'on puisse revenir aujourd'hui. Ma communication va porter sur, on va dire, 4 petits points. Le premier point sera présenter rapidement les recommandations, un résumé des recommandations, avec ce qui nous paraît comme les points saillants. Dans un deuxième temps, analyser ces recommandations au regard des réformes constitutionnelles, analyser ces recommandations au regard des réformes institutionnelles, dont surtout le cadre électoral, et finir par analyser ces recommandations au regard de la crise née en réalité, qui est née et qui a amené en réalité l'intervention de la CEDEAO. Si on va parler des recommandations, j'aimerais aussi rappeler, parce qu'il est très important, préciser qu'il y a une sorte de confusion sur les recommandations de la CEDEAO, parce qu'on a eu, ça n'a pas que l'impression, mais il y a eu 2 versions. Aujourd'hui, la version que nous utilisons, c'est la version que nous avons téléchargée sur le site internet de la CEDEAO, mais site internet de la CEDEAO qui a connu 2 versions. Parce que moi, dès le lendemain de la conférence, je suis allé télécharger une version. Et si aujourd'hui vous allez sur le site de la CEDEAO, vous voyez, ils ont bien précisé version paraphée. La première version n'était pas paraphée et elle était beaucoup plus numérique, alors que celle-ci est plutôt une version scannée. Donc il y a une différence importante entre les 2 versions. Et ces 2 versions-là ont que 2 points qui sont en réalité différents. C'est l'alinéa 4 de l'article 38 qui parle pour la première version qui a été donc lue par le ministre Robert Toussaint dans la salle, parlait tout simplement du renforcement du processus électoral. Et la nouvelle version aujourd'hui parle beaucoup plus du renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif, avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Et le deuxième élément, c'est l'article 45. C'est la conférence des chefs d'État décide d'instituer un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs de la commission de la CEDEAO pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente décision. Sur la première version, le comité de suivi était composé des facilitateurs de la commission de la CEDEAO, de UNIR et de la C14. Donc le document que je prends aujourd'hui, c'est le document qui est la version paraphée qu'on retrouve sur le site internet de la CEDEAO. Ceci étant, quand on prend l'ensemble de la feuille de route, on peut considérer qu'il y a trois éléments. Le premier élément, c'est les réformes constitutionnelles. Là-dessus, sur les réformes constitutionnelles, vous les retrouvez à l'article 37, c'est-à-dire là, on précise très bien les cadres
concernés par les réformes constitutionnelles, à savoir encourager le gouvernement à faire la limitation du mandat, encourager le gouvernement à faire les élections à deux tours, encourager le gouvernement à, ou bien les acteurs, lors de la réforme, à envisager non seulement la recomposition de la Cour constitutionnelle, mais la limitation du mandat de ceci. Et le dernier élément que j'ai déjà lu tout à l'heure, c'est le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Donc ça, c'est le premier volet. C'est le volet concernant les réformes constitutionnelles. Il y a 4 points. Le deuxième volet, si on doit rassembler les choses, c'est le volet qui concerne, on va dire, le cadre électoral. Même si ça se chevauche un peu. Par exemple, le vote des Togolais de la diaspora, ça concerne le cadre électoral. La mise en place d'un fichier électoral, ça concerne le cadre électoral. Eux, ils ne sont pas dans les éléments que j'ai cités tout à l'heure concernant les réformes constitutionnelles. Et bien entendu, la recomposition et la limitation du mandat de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas que électoral, mais il n'en reste pas moins que ça concerne aussi les réformes constitutionnelles. Donc, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, qu'on peut retrouver facilement à la limite dans les chapitres, les points de 35 à 36, c'est l'amélioration du climat de confiance, la libération des détenus, la libération ou alors l'accélération de la procédure judiciaire, l'engagement et l'incitation pour tous les acteurs, tant politiques que de la société civile, à s'interdire toute action pouvant amener à une crise nouvelle, la restitution ou alors l'utilisation des moyens positifs uniquement que par les militaires, et pour finir, la nécessité pour que tout le monde concourt à l'apaisement. Donc à la limite, en ce qui concerne les recommandations, on peut, comme je l'ai dit, les regrouper en 3 parties. Ça, c'est les 3 parties. Maintenant, viennent les recommandations et la crise. Et là, je vous ai dit, j'ai divisé en 3 parties. Dans un premier temps, c'est les recommandations et la révision constitutionnelle. Quand on prend la question de la révision constitutionnelle, en réalité, on peut l'aborder sur 3 angles. L'angle de UNIR, ce que UNIR avait présenté et préparé au départ. L'angle de la C14 et l'angle du net, puisque celui-là, aujourd'hui, je parle que du net. Et éventuellement, bon, s'il y a des questions plus tard qui abordent les centristes, on les abordera. En ce qui concerne, vous savez que quand la crise est née, il y a eu de part et d'autre des actions en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Le 4 septembre, le gouvernement a soumis un texte constitutionnel avec 3 modifications, à savoir la limitation de mandat, les élections en 2 tours et la limitation de mandat au niveau des députés. Et à l'Assemblée nationale, les députés unis ont ajouté un 4e article, c'est le fameux article 158, à savoir que les nouvelles dispositions ne devraient pas être concernées par les mandats antérieurs. Ça, on peut dire que c'est la disposition officielle de UNIR et du gouvernement. On a la disposition officielle du C14, qui, il faut aussi l'avouer, a beaucoup évolué. Au départ, nous étions sur des positions qui étaient des positions fermes, retour à la Constitution de 92, avec donc le retour des fameux 46 articles, si je ne me trompe pas, qui devaient ramener donc la Constitution à la position ante 2002. Et après, à partir du mois d'avril, la position du C14 au niveau du dialogue a énormément évolué, puisqu'on est revenu à 5 points essentiels, à savoir les élections, la limitation de mandat, les élections en 2 tours, les prérogatives du Premier ministre, le mode,
les réformes de la Cour constitutionnelle et l'éligibilité du président de la République. C'était les 5 points. À ces 5 points-là, on peut ajouter bien entendu la nécessité qui a toujours été posée de mettre en place un gouvernement de transition. Et vous le savez, le 4 avril 2018, le NET a fait sortir une conférence de presse dans laquelle on proposait 26 articles. 26 articles à modifier. Et dans ces 26 articles à modifier, les éléments phares étaient de 3 sortes. Bien entendu, la révision, la recomposition de la Cour constitutionnelle, ça on l'a, c'est bien. La limitation de mandat et les élections à 2 tours, avec même le fameux en aucun cas, on l'a en partie. Mais nous insistions beaucoup sur le retour, le passage à un régime de type présidentiel, en allant à une 5e République. Ça, bien entendu, personne n'en a parlé. Nous avions aussi insisté sur la saisine de la Cour constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui, là, dans la salle, il y a beaucoup de représentants des organisations de la société civile. Aujourd'hui, on doit pouvoir donner la possibilité aux organisations de la société civile de saisir la Cour constitutionnelle si à l'Assemblée, il y a des textes qui concernent les droits de l'homme et que ces organisations-là pensent que c'est des atteintes très importantes aux droits de l'homme. Parce que vous savez, la Constitution togolaise est l'une de celles qui consacre le plus, bien entendu, à la protection des droits de l'homme. On appelle de 30 articles qui protègent les droits de l'homme. Donc, on peut dire que sur l'ensemble, si on doit avoir exactement qu'est-ce que les propositions de la Cour constitutionnelle et de la CEDEAO règlent un problème au niveau des différentes revendications, mais si on prend un par un, on se rend compte que sur les 3 propositions de UNIR, il y en a 2 qui ont été prises en compte par la CEDEAO. On se rend compte que sur les 5 points, les derniers 5 points de la C14, il y en a 3 qui ont été pris en compte. Bon, nos amis du BNP nous ont dit que c'est plutôt 3 sur 4. Nous, on retenait 5. Donc, il y en a 3 qui ont été pris en compte. Et bon, à la limite, nous, on peut dire que sur nos 26, il n'y en a eu que 3 qui ont été pris en compte. Donc, ça veut dire que nous, on peut logiquement dire qu'on n'est pas satisfait de ce qui a été fait. Mais on a aussi la grande excuse qu'on n'y était pas. Et que donc, même si nous avons envoyé nos revendications, nos propositions à la CEDEAO, en règle générale, ceux qui ne sont pas autour du plat n'ont pas souvent, n'ont que les restes, quand il y a des restes. Donc, en ce qui concerne la révision constitutionnelle, on peut dire aujourd'hui que la CEDEAO n'atteint que des points à minima, des points qui peuvent paraître comme des points consensuels en laissant de côté les points qui fâchent. Maintenant, ces points qui fâchent, éventuellement, si on revient, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les exigences phares de nos amis de la C14 en début de la crise, puisque la première exigence en début de la crise qui était non négociable, c'était la question du retour à la Constitution de 92. Après, il y avait la question du départ de M. Fournier-Sibé. Après, il y a la question de la non-candidature de M. Fournier-Sibé en 2020. Et pour finir par la transition. Donc, il y a eu 2 points qui ont été satisfaits. Bon, maintenant, après, je suis là pour parler du net, donc je ne peux pas analyser en réalité quel est le degré de satisfaction. Maintenant, on va aborder le deuxième point, c'est le point du cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, là aussi, quand on prend l'élément, on se rend compte que, je l'ai dit tout à l'heure, la CEDEAO a touché à 3 points du cadre institutionnel. Un point qui était très important en début des manifestations, c'est le vote des Togolais de la diaspora. La CEDEAO recommande de faire des réformes qui prennent en compte la possibilité du vote de la diaspora. Nous avions, nous, au niveau du net, fait des propositions pour le vote de la diaspora, mais nous sommes allés plus loin. Puisque nous avons proposé 4 circonscriptions électorales pour la diaspora. Pourquoi? C'est qu'il faut se rendre compte que, en réalité, si nous nous mettons dans la situation où nous sommes aujourd'hui, ben, si on fait les élections législatives demain, comme on est en train de tendre, ben, la diaspora au date du Mali va voter puisqu'il n'y a pas de circonscription électorale dans la diaspora. Et on ne vote que dans sa circonscription électorale. Et donc, hypothèse numéro 1, il faudra que les gens reviennent au Togo pour voter. Hypothèse numéro 2, il faudra peut-être envisager l'extension
comme ça existait avant, parce que sur le code électoral, la diaspora avait la possibilité de voter dans la commune de Lomé, exclusivement. Donc, c'est la seule limite qu'il y a aujourd'hui, c'est que même l'appel au vote de la diaspora ne règle pas le problème, puisque sur une élection nationale comme les élections législatives, si on n'étend pas le champ, le nombre de circonscriptions à la diaspora, en réalité la diaspora se retrouve dans l'incapacité de voter. Maintenant, on peut aborder d'autres sujets, mais aujourd'hui, la grande difficulté par rapport à ce que la CEDEAO a dit, puisque je reprends encore, la CEDEAO a proposé la possibilité du vote de la diaspora. La CEDEAO a proposé, même en parlant du vote de la diaspora, sur le fond, la Constitution de 92 déjà autorisait le vote de la diaspora. Malheureusement, personne, que ce soit lors des élections de 2013 ou celles de 2014, où une partie de l'opposition pour 2013 et l'opposition générale en 2014, personne n'a fait grand cas du vote de la diaspora. Et il faut aussi reconnaître que la question du vote de la diaspora ne semblait pas être un point de discorde. Si on s'en tient uniquement au propos de Gilbert Bahora, qui est aujourd'hui le porte-parole de fait du gouvernement, en début de crise, ils avaient, lors d'une émission, bien précisé que la question du vote de la diaspora ne posait pour eux aucun problème particulier. C'est qu'il y a juste des détails techniques à régler. Une fois que ces détails techniques sont réglés, ça ne leur posait pas de problème. Donc sur le fond, la question du vote d'intégrer la diaspora n'est pas un sujet qui fâche. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que sa mise en exécution est plus facile lors d'une élection présidentielle que lors d'une élection législative ou locale où les gens ne votent que dans leur circonscription. Après, les deux autres, le troisième élément qui concerne donc le cadre électoral, c'est la recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais il faut aussi dire que la CEDEAO nous laisse un peu sur notre soif. On parle de recomposition de la Cour constitutionnelle sans nous dire mais comment on la recompose. Parce qu'aujourd'hui, tel que vous savez, la Cour constitutionnelle a 9 juges, 3 qui sont désignés par le président de la République, normalement 3 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 3 qui sont désignés par le Sénat. Et à l'absence du Sénat, donc, l'Assemblée nationale se charge de désigner les 6 autres. Mais aujourd'hui, la CEDEAO nous dit qu'il faut recomposer la Cour constitutionnelle sans nous dire en réalité comment la recompose. Est-ce qu'on fait au prorata de la représentativité à l'Assemblée? Est-ce qu'on supprime la composition au niveau de la désignation par le Premier ministre, la nomination par le Premier ministre? Ce qui est notre proposition, on a dit qu'il faut supprimer la nomination par le Premier ministre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un grand point d'interrogation en ce qui concerne cette réforme. C'est pour ça que nous, au niveau du net, depuis le début, nous appelons à ce qu'il y ait une concertation au niveau de la classe politique. Mais on peut toujours envisager que du moment où il y a un comité de suivi, le comité de suivi va faire en sorte que les discussions puissent aller dans le sens d'un compromis ou d'un consensus en ce qui concerne la recomposition de la Cour constitutionnelle. Le quatrième point sur le cadre électoral, c'est le point que je vous ai dit tout à l'heure et qui fait aujourd'hui, qui lance une énorme polémique dans la classe politique togolaise, et même pas uniquement dans la classe politique, dans le public togolais. C'est le point D de l'article 38, le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs de la CENI. Depuis, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu des gens dire il faut recomposer la CENI. J'ai entendu des gens dire il faut refaire une CENI paritaire. J'ai entendu des gens dire il faut que le net et au but quitte la CENI. Sur le fond, moi je ne pense pas que ce soit la CENI qui soit un problème. Parce que, écoutez, si on veut faire un truc paritaire, tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire une organisation paritaire de l'Assemblée nationale et on n'en parle plus? Parce que ce n'est pas le nombre de personnes à la CENI qui nous pose un problème. Aujourd'hui, c'est notre capacité à montrer, avec des éléments à l'appui, les fraudes qui s'organisent au niveau du processus électoral. Et sur les 10 dernières années, la personne chargée du fichier électoral et de la cellule informatique
était plutôt quelqu'un qui représentait l'opposition. Donc, ce n'est pas forcément une question de nombre. Mais après, on peut toujours interpréter cette phrase de deux façons. Hypothèse numéro 1. On parle de renforcement. On ne peut renforcer que quelque chose qui existe. Quand il s'agit de recomposition, je pense que la CEDEAO a quand même été claire quand il s'agissait de recomposition. Donc on parle de renforcement. Je vous livre là, moi, mes appréciations. On aura le débat plus tard. On parle de renforcement. D'abord, on parle de renforcer quelque chose qui existe. Deuxième élément, c'est que le 31 juillet, on avait une CENI qui n'était pas complète. Parce que vous le savez aujourd'hui, la CENI aujourd'hui est encore à 13 membres sur les 17, puisque les représentants de l'opposition, une partie des représentants de l'opposition parlementaire ne sont pas encore là. Là aussi, si on s'en tient à l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition, l'UFC se considère comme un parti de l'opposition. Donc il y a un parti de l'opposition qui est à la CENI et il y en a 4 qui ne sont pas encore là. Donc, quand on dit renforcement avec une participation inclusive des acteurs, on peut bien entendu considérer que à la date où le 31 juillet, il y avait bien entendu des gens qui manquaient et que l'inclusivité concerne le fait que tout le monde soit présent à la CENI. Première hypothèse, ce n'est que des hypothèses.